Bonjour, je m'appelle Carole Dufwiel, je suis chercheur à l'INSERM à Bordeaux, à l'ISPED. Je suis chercheur en neuroépidémiologie et je m'intéresse particulièrement à la maladie d'Alzheimer et aux facteurs de risque vasculaire de cette maladie. Je suis venue aujourd'hui pour faire une conférence pour présenter un nouveau projet qui s'appelle l'étude Memento et qui est financé dans le cadre du plan Alzheimer. Et c'est une étude nationale qui vise à inclure 2300 patients dans les centres de mémoire, de ressources et de recherche français. Donc c'est un peu particulier ce que je vais vous présenter parce que Memento c'est une étude qui commence à peine. Donc je vais vous parler du rationnel et puis de la construction parce que c'est une cohorte, pas du grand emprunt, mais qui a été financée dans le cadre du plan Alzheimer et qui est ambitieuse. Donc il y a une construction qui est un peu compliquée et que je vais essayer de vous présenter. Donc des choses assez classiques d'abord sur le vieillissement de la population. Comme vous le savez, donc l'espérance de vie augmente et des statistiques récentes présentées par l'OMS montrent du coup des prévisions de trajectoire assez impressionnantes avec, vous voyez ici, l'évolution de la proportion de sujets, d'individus de moins de 5 ans qui varie de un peu moins de 15% en 1950 à un peu plus de 5% en 2050 et parallèlement une augmentation vraiment très importante de la proportion de sujets de plus de 65 ans qui pourrait atteindre plus de 15% en 2050. Comment cette évolution de la population s'est faite au cours du temps ? Vous voyez que pour des pays comme la France, l'augmentation de la proportion de sujets de plus de 65 ans a mis près de 100 ans pour passer de 7% à 14%. Et on voit que dans les pays qu'on disait en voie de développement jusqu'à récemment, donc pour la Chine ou le Brésil, vous voyez qu'en très peu d'années, ils vont avoir le même genre de trajectoire. Donc entre 2000 et 2018, là c'est en Corée du Sud, le pourcentage de la population de plus de 65 ans va passer de 7 à 14%. Donc ces augmentations d'espérance de vie et le vieillissement de la population se traduit par une augmentation donc, qu'on prévoit entre 2010 et 2050 de 22% des sujets entre 0 et 64 ans, 188% des sujets de plus de 65 ans, et vous voyez de 1004% des sujets de plus de 100 ans. Alors bien sûr, il n'y en a pas beaucoup, 1000% c'est impressionnant, mais ça montre quand même bien une trajectoire assez dramatique. Mais pas dramatique dans le sens positif quand même. Alors, qu'en est-il de la prévalence de la démence ? La démence, c'est une pathologie qui est liée à l'âge, donc augmentation de l'espérance de vie implique augmentation du nombre de cas de démence, d'autant qu'on n'a pas de traitement pour cette maladie. Et vous voyez ici, donc encore une fois, sur les données les plus récentes de l'OMS, les prévisions entre 2010 et 2050 du nombre de déments dans les sujets à haut niveau de revenus et qui est encore plus important dans les sujets de bas à moyen niveau de revenus. Comment ça se traduit ? Pourquoi c'est comme ça ? Parce qu'effectivement, je vous l'ai déjà dit, la prévalence de la démence augmente avec l'âge. Et vous voyez ici l'évolution de cette prévalence en fonction de l'âge. Donc avec à peu près 1% entre 60 et 65 ans et plus de 20% après 85 ans. Qu'est-ce que la démence ? Alors la démence, actuellement, elle se définit selon les critères DSM-4. Donc c'est une pathologie qui se manifeste par un déficit de la mémoire. Donc l'entrée dans la démence, elle est essentiellement par la mémoire dans la définition actuelle. Après, on reparlera peut-être un peu plus tard du fait que cette définition est peut-être obsolète. Donc c'est un déficit de la mémoire accompagné de au moins une perturbation cognitive qui est ou une aphasie ou une apraxie ou une agnosie, ou une perturbation des fonctions exécutives. Donc la mémoire plus une autre perturbation cognitive doivent interférer sur la vie quotidienne et donc empêcher la personne de fonctionner comme elle fonctionnait auparavant pour qu'on puisse la considérer comme démence. Les critères DSM-4 ne permettent d'avoir qu'un diagnostic possible ou probable. Et parmi ces diagnostics possibles ou probables, on classe l'étiologie de la démence. On considère qu'environ 50% des cas de démence sont liés à la maladie d'Alzheimer, 10% sont liés
sont vasculaires, donc c'est des démences qui suivent un accident vasculaire cérébral la plupart du temps. Et 20% des démences sont d'origine mixte. En fait, c'est une classification qui est beaucoup remise en question actuellement. Et on pense du fait on observe vraiment beaucoup de démences d'origine à la fois vasculaire et neurodégénérative. Et peut-être qu'en réalité, il y a un gros débat actuellement, c'est peut-être qu'il y a très peu de cas chez les sujets très âgés d'Alzheimer pur, très peu de cas de vasculaire pur, mais que chez le sujet âgé, la démence tout venant, elle est probablement mixte la plupart du temps. Et c'est ce qu'on voit à l'examen neuropathologique. Les patients, enfin l'examen anatomopathologique montre à la fois des lésions vasculaires et neurodégénératives. Donc, j'ai un peu anticipé, mais la neuropathologie est le seul moyen actuellement de faire un diagnostic certain. Et le diagnostic de maladie d'Alzheimer en particulier, eh bien, il se caractérise par la présence de deux types de lésions qui sont les dégénérescences neurofibrillaires et les plaques séniles. Alors, deux mots sur ces deux types de lésions parce que je vais en parler un peu plus loin parce qu'il y a des développements actuellement sur les biomarqueurs qui sont vraiment liés à ces lésions. Donc, les plaques amyloïdes, c'est une agrégation d'un polypeptide aminé qui s'appelle amyloïde bêta. Et en fait, globalement, les plaques amyloïdes, ça correspond à une agrégation sous forme de plaques du peptide bêta. Et on voit deux types d'anomalies, des dépôts diffus qui contiennent essentiellement le A-bêta 1,42 et le cœur des plaques amyloïdes qui, lui, est formé essentiellement des peptides A-bêta 1,40. Pour ce qui est des dégénérescences neurofibrillaires, elles, je ne vais pas aller dans le détail, mais elles sont liées à une protéine anormale qui est la protéine Tau et qu'actuellement on peut, outre observer l'examen neuropathologique, mesurer via le liquide céphalorachidien. Donc c'est vraiment le minimum de physiopathologie. Qu'en est-il de l'épidémiologie ? Eh bien, malgré de nombreuses études, y compris certaines auxquelles j'ai participé activement, on a peu d'éléments en ce qui concerne les facteurs de risque de cette maladie. Alors l'âge, je vous l'ai montré. Il y a vraiment un consensus en faveur d'un lien entre des gènes de susceptibilité qui sont l'apolipoprotéine E et des études de gènes entiers ont montré récemment que 3 nouveaux gènes pourraient être associés, mais avec des risques beaucoup plus faibles, ce sont les gènes CLU, CR1 et PICALM. Ça, c'est pour les formes sporadiques. Et puis, il y a des formes liées à une mutation génétique. Donc, c'est lié à une mutation du gène APP, présénile 1 ou présénile 2, mais qui ne représente que 0,5% au total des cas de démence. Donc, les cas génétiques purs sont extrêmement rares. Finalement, les études sur la génétique, on peut apporter récemment sur la physiopathologie. Bon, la polypoprotéineuse, c'est un gène de susceptibilité qui a été mis en évidence il y a une trentaine d'années, je pense, et qui est lié au transport du cholestérol. Donc, le lien avec l'Alzheimer, il n'est pas complètement évident. Et pour les gènes CLU, CR1 et PICALM, il y a peu d'hypothèses physiopathologiques. Tous les articles qui ont retrouvé de façon concordante ces gènes associés au risque de maladie d'Alzheimer disent que ça pourrait être associé à l'amyloïde, mais bon, ça c'est un peu la solution de facilité, mais au fond, on a peu d'hypothèses. Enfin, la génétique apporte peu sur la physiopathologie de la maladie. On a aussi des facteurs de risque possibles, mais vraiment certains plus possibles que d'autres d'ailleurs. Les facteurs de risque vasculaires, donc il y a des études depuis une quinzaine d'années qui suggèrent que l'hypertension, le diabète ou l'hypercholestérolémie pourraient être des facteurs de risque vasculaire. La complexité de ces facteurs de risque, c'est que les études d'observation ont montré une association. Les essais randomisés sont extrêmement décevants, surtout pour le diabète et le cholestérol, à vrai dire. L'autre facteur de risque, enfin facteur de protection plutôt, c'est l'activité physique. Il y a aussi des données sur la nutrition, des données relativement cohérentes entre les études, entre les pays. Donc il met en évidence que le régime méditerranéen pourrait être un facteur protecteur de maladie d'Alzheimer. Et puis consommation d'alcool. Alors
le côté suspicieux de la consommation d'alcool, c'est que la première étude qui a montré que la consommation de vin pourrait protéger la maladie d'Alzheimer, elle était à Bordeaux. Ce qui avait valu une petite blague dans le Canard enchaîné. Bon, néanmoins, faut pas avoir de suspicion. Hein, ça a été retrouvé dans d'autres études. Néanmoins, bon, on a plutôt l'impression que la consommation d'alcool, en fait, on trouve que en France, les sujets qui boivent ne prenez pas ça comme des messages de santé publique immédiatement en sortant. Donc, qui boivent 2 à 3 verres d'alcool auraient un risque diminué de maladie d'Alzheimer. Bon, c'est pas retrouvé dans d'autres pays. Ce côté, aux États-Unis, c'est le côté buveur modéré, en fait, qui semble associé au risque diminué de maladie d'Alzheimer. Et le buveur modéré aux États-Unis, c'est quelqu'un qui boit 1 verre par semaine. Donc on a ce même effet avec une dose assez différente, donc qui laisse penser que l'hypothèse biologique derrière est quand même assez peu plausible. Il y a quand même beaucoup de résultats en faveur d'un lien entre une stimulation intellectuelle, avec 2 LE, c'est mieux, et un risque diminué de démence. Ça se retrouve parce qu'on voit qu'il y a une relation entre le niveau d'études et le risque de démence. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est retrouvé dans tous les pays. On a les sujets de niveau d'études plus élevés ont un risque plus faible de démence. L'entraînement cognitif, donc il y a quelques essais en cours qui montrent que les sujets qui ont un entraînement cognitif plus intense seraient à risque diminué. Et tous ces résultats autour de la stimulation intellectuelle vont dans le sens de la réserve cognitive. Je crois que c'est aussi quelque chose qui est retrouvé d'ailleurs en psychiatrie. Tout, bah, voilà, parce que vous trichez sur nous. Mais donc l'idée, c'est que le fait d'avoir une stimulation intellectuelle soit entraîne un changement quantitatif, donc plus de neurones ou une neurogénèse plus importante, soit c'est un système compensatoire. Donc les sujets qui ont un niveau d'études élevé ont des capacités pour pouvoir compenser les lésions qu'ils peuvent avoir au niveau cérébral, et donc on voit plus tardivement les conséquences cliniques de leurs lésions. Alors là, la bonne nouvelle, c'était quand même, même si j'ai parlé de dramatique, c'était l'espérance de vie. Bon, pour l'Alzheimer, les mauvaises nouvelles, c'est les traitements, parce qu'il n'y a aucun traitement préventif, ça c'est certain, aucun traitement symptomatique. Vous devez le savoir, il y a quelques mois, ce qui s'appelait l'HAS, ça s'appelle toujours l'HAS, ceci dit, mais a remis en question les seuls traitements qui existaient sur le marché, en considérant qu'ils avaient un service médical faible. Bon, ceci dit, ce n'était pas non plus un scandale. Hein. Je ne pense pas que c'était des traitements extrêmement efficaces. Mais vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de choses, je pense que vous ne voyez pas, à vrai dire, mais il y a beaucoup de choses qui sont faites sur le plan thérapeutique, mais là, c'est tout ce qui est fait en phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Et finalement, en phase 4 et sur le marché, il y a eu, malgré tous ces développements thérapeutiques, il y a eu 4 molécules qui ont été approuvées. Alors, voilà, on n'a pas de traitement, on a peu d'hypothèses sur la physiopathologie, mais bon, on a quelques écoles qui s'opposent sur l'histoire naturelle de la maladie. Donc il y a une école qui pense que c'est une maladie amyloïde, donc c'est avec l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, avec un dépôt amyloïde lié au peptide A-bêta et qui entraîne un processus de neurodégénération. Il y a une autre école qui est plus vasculaire, donc là c'est l'hypothèse que les facteurs de risque vasculaire et l'âge pourraient entraîner une hypoperfusion et qui entraînerait elle-même des déficits cognitifs, une neurodégénération et la maladie d'Alzheimer. Et puis il y a des hypothèses, mais là vous voyez vraiment rien, mais il faut me croire, qui sont un peu entre les deux. C'est qu'il y a à la fois les facteurs vasculaires, mais les facteurs vasculaires pourraient accélérer le processus lié à l'amyloïde ou agir de façon séparée. Donc à partir de ça, qu'est-ce qu'on fait
voilà, on est un peu en stagnation sur le plan thérapeutique. Donc, quelle est l'étape suivante? Eh bien, il semble quand même qu'il est encore nécessaire d'avoir des études d'observation pour mieux connaître l'histoire naturelle de la maladie. Et ces études d'observation, compte tenu de l'évolution des connaissances, elles doivent nécessairement avoir des mesures standardisées des biomarqueurs. Et les biomarqueurs, je vais vous en parler maintenant, eh bien, ils sont vraiment, il y a eu des développements ces 10 dernières années qui sont considérables. Donc, il y a des biomarqueurs d'imagerie cérébrale, l'imagerie moléculaire. Il y a des marqueurs de A-bêta et de taux qui sont mesurables dans le LCR. Il y a des marqueurs sanguins qui sont probablement un peu moins proches du cerveau, donc peut-être pas aussi spécifiques. Il y a la génétique, on ne peut pas complètement ignorer. Et puis, il y a maintenant, on peut avoir accès de façon assez simple à des données de transcriptome. Donc, quelques mots sur les évolutions en termes d'imagerie cérébrale. Eh bien, dans l'Alzheimer, mais c'était connu avant l'imagerie cérébrale, on a en particulier une structure qui semble être atteinte très précocement dans la maladie, c'est l'hippocampe et plus globalement amygdale et para-hippocampe. Et les techniques d'imagerie maintenant permettent de segmenter de façon très précise les différentes zones cérébrales et donc de s'intéresser à leurs liens indépendants et concomitant avec le risque de maladie d'Alzheimer. Il y a aussi, outre les volumes cérébraux, on a maintenant des façons de mesurer de façon très standardisée et très automatisée l'épaisseur corticale, par exemple. À l'IRM, on voit aussi des lésions vasculaires, et là, ça va avec ce que je vous ai dit précédemment sur l'hypothèse de lien entre facteurs de risque vasculaire et risque de démence. Et les lésions vasculaires, eh bien, c'est essentiellement ce qu'on voit de façon vraiment importante, c'est ce qu'on appelle les hypersignaux de la substance blanche qu'on voit ici. Ce sont des zones de haut signal qui sont vues en flair. Et vous voyez ici que maintenant, il est relativement simple de segmenter les différents tissus cérébraux pour pouvoir aussi avoir de façon automatisée les volumes de ces lésions de la substance blanche. Les autres lésions qu'on voit à l'IRM chez les sujets âgés et qui pourraient être, pour lesquelles on a des résultats en faveur d'un lien avec la maladie d'Alzheimer, c'est ce qu'on appelle des micro-saignements ou micro-hémorragies. Ça, c'est des lésions qu'on voit en T2 étoile. Et on voit aussi des infarctus silencieux, donc c'est des zones ischémiques qui ont la même allure qu'un infarctus, qu'un AVC, mais qui n'ont pas de conséquences cliniques. On a des choses encore plus sophistiquées, alors ça c'est toujours un cerveau, mais on peut, avec des nouvelles séquences d'imagerie, avoir des mesures extrêmement intéressantes, mais extrêmement compliquées à analyser sur des grands échantillons, donc des mesures d'intégrité de la substance blanche et des réseaux. Et ça se fait par des séquences de diffusion, donc le DTI. Enfin, outre l'imagerie cérébrale, eh bien, il y a eu des avancées récentes dans le domaine de la maladie d'Alzheimer grâce à l'imagerie TEP, donc tomographie par émission de positons. Et en particulier là, ce sont des images que vous voyez de TEP FDG, donc qui permettent de mesurer le métabolisme du glucose. Et ces images, ce type d'analyse a permis de montrer qu'il y avait un hypométabolisme chez les sujets atteints de maladie d'Alzheimer et que et on voit aussi cet hypométabolisme mais à un degré moindre chez des sujets qui ont ce qu'on appelle un déficit cognitif modéré, ce qu'on appelle MCI plus globalement. Enfin, encore plus récemment, toujours en imagerie TEP, il y a des industriels qui ont développé des radioligands qui permettent d'identifier les plaques amyloïdes donc in vivo. Il y a actuellement trois radioligands qui sont développés. Il y en a un qui s'appelle Avid, AV45 est développé par Avid, qui vient d'avoir l'autorisation de mise sur le marché par la FDA. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important dans la maladie parce que ça n'a pas été, c'est pas du tout quelque chose à visée diagnostique, mais c'est l'indication qui a été donnée par la FDA, c'est pour pouvoir signaler à des patients qu'ils ont des plaques amyloïdes et qui sont à risque de maladie. Mais ce n'est pas du tout à visée diagnostique, ce qui est vraiment... Non, mais c'est super important parce que je vais revenir là-dessus.
Un des problèmes de rentrer dans des biomarqueurs et dans un diagnostic précoce, c'est qu'au fond, on n'a encore aucune idée. À partir du moment où on a de l'amyloïde, on ne sait pas si dans 10 ans, on va développer la maladie, dans 20 ans ou jamais. Donc c'est vraiment... Et ça, c'est quelque chose que certains cliniciens n'ont pas encore en tête, mais je pense qu'il faut avoir des considérations éthiques extrêmement importantes en même temps qu'on a à sa disposition tous ces outils. Ces outils qui, pour l'instant, dans le cadre des recommandations internationales, ne sont qu'à visée de recherche. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Enfin, en clinique, dans certains centres, l'équivalent des centres experts sur l'Alzheimer, qui sont les centres de mémoire, de ressources et de recherche, ils ont une tentation peut-être compréhensible de faire partager les résultats de ces biomarqueurs avec leurs patients. Pour ce qui est des marqueurs sanguins pour lesquels on a aussi des résultats en faveur d'un lien avec le risque de maladie d'Alzheimer, donc on a les marqueurs du LCR, donc via le LCR, donc une ponction lombaire, on peut doser la concentration en A-bêta 1,42. Donc chez les sujets à risque de maladie, on observe que ce dosage est plus faible que chez les sujets normaux. Alors que pour la protéine Tau et la protéine phospho-Tau, qui sont donc des marqueurs des dégénérescences neurofibrillaires, on a une augmentation de ces protéines chez les sujets qui sont à risque de développer la maladie. Pour l'instant, au niveau du plasma, on a des dosages uniquement d'A-bêta. On n'a pas encore réussi à avoir des dosages de Tau. Mais un des problèmes de ces biomarqueurs, et c'est vrai aussi à vrai dire, pour l'imagerie, c'est le problème de standardisation. Actuellement, il y a eu une étude qui a été faite en France où ils ont dosé le même tube dans différents centres. On a des résultats absolument pas identiques. Donc il y a vraiment, pour ces biomarqueurs, avant de considérer qu'ils peuvent être utilisés en routine, il y a un effort vraiment très important à faire de standardisation et on en est vraiment loin pour le moment. Alors, je ne vous ai pas donné beaucoup de résultats sur l'association entre les biomarqueurs et le risque de démence, mais bon, globalement, la littérature est extrêmement concordante. Mais voilà, maintenant, quelle est la prochaine étape? Alors, pour pouvoir... on a plein de biomarqueurs, donc il est important de pouvoir les mesurer de façon simultanée. Donc c'est nécessairement pour pouvoir évaluer leurs valeurs individuelles, c'est important d'avoir des grands échantillons. Compte tenu de ce qu'on connaît, c'est indispensable qu'à la fois dans une grande cohorte, donc les acquisitions soient standardisées, donc le protocole soit appliqué, un protocole unique soit appliqué dans tous les centres, et puis qu'on ait des mesures probablement centralisées, parce que c'est la seule façon de faire de la bonne recherche dans ce domaine. Si on fait une grande cohorte, alors ça implique qu'on ait des traitements automatisés, parce que vous voyez, si on s'intéresse à l'hippocampe ou ce que je vous ai montré, les images de la segmentation cérébrale, on ne peut pas faire ça à la main. En tout cas, c'est difficile de trouver quelqu'un qui soit volontaire pour le faire. Non, personne. Et pour une cohorte, compte tenu de ce qui a été fait jusqu'à maintenant, c'est vraiment important d'avoir une approche multidisciplinaire. Donc, c'est important pour une cohorte qui serait à construire d'avoir des neurologues, des psychiatres, des gériatres, des neuropsychologues, parce que un des dangers de tous ces biomarqueurs, c'est qu'on oublie un peu que dans l'Alzheimer, la chose la plus importante, c'est probablement de pouvoir évoluer sur le plan neuropsychologique les patients. Donc c'est vraiment important de pouvoir travailler avec les neuropsychologues ou les neuropsychométriciens, selon comment ils s'appellent. Les biologistes, on voit que c'est important. Les spécialistes du traitement de l'image, c'est indispensable. La maladie d'Alzheimer, lorsqu'elle est à des stades plus avancés, a des conséquences dramatiques sur la famille, sur l'entourage. Donc, quand on monte un projet, une cohorte sur l'Alzheimer, c'est important d'associer des sujets des sciences humaines et sociales. Et puis, il y a un aspect, je défends mon territoire, mais qui est sûrement indispensable, c'est d'avoir des méthodologistes, des statisticiens, je ne sais pas... parce qu'on rentre dans des
des dimensions en termes de quantité de données qu'on n'a jamais connues jusqu'à maintenant. Donc c'est important de développer des méthodes pour pouvoir analyser ces données de façon la plus juste possible. Et pourquoi c'est important tout ça? C'est parce que là, actuellement, depuis 5 ans, il y a ce schéma qu'on voit à tous les congrès, en début de toute présentation, donc quand même, je n'allais pas vous en faire l'économie. C'est qu'il y a quelqu'un, donc Sperling, qui a décidé que c'était ça, l'Alzheimer. Donc c'est d'abord l'amyloïde, après le dysfonctionnement métabolique du glucose, ensuite c'est la tau. Voilà. Donc c'est un schéma, tout le monde l'accepte. Donc vous voyez, on a de l'amyloïde très tôt, mais on est absolument normal. Après, préclinique, c'est des sujets qu'on appelle, qui ont probablement une plainte cognitive, mais qui n'ont pas de déficit. MCI, c'est déficit. Et voilà. Donc en partant d'aucune donnée, mais de quelqu'un qui savait bien dessiner, probablement, c'est un concept qui est considéré comme valide dans le monde entier et qui n'est absolument pas validé. Donc, d'où ma révolte. Voilà. Donc maintenant, quelles questions restent compte tenu de tout ce qu'on connaît? Donc, est-ce qu'on peut faire un diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer avec tous les problèmes qu'on a commencé à évoquer il y a quelques minutes? En termes de recherche étiologique, eh bien maintenant, c'est peut-être intéressant de ne pas s'intéresser uniquement à la démence ou à la maladie d'Alzheimer, mais on a de nouvelles entités cliniques comme l'évolution de la charge amyloïde. Enfin, on peut s'intéresser, pour mieux comprendre l'étiologie de la maladie, à d'autres entités cliniques. Et puis, on en est toujours à avoir besoin de faire de la recherche pronostique et de mieux comprendre l'évolution de la maladie chez les malades. Et d'où Memento. Donc Memento, c'est un projet qui a commencé à naître il y a 2 ans, je crois. Donc je suis co-investigatrice de cette cohorte avec Geneviève Chêne à Bordeaux. Les investigateurs, ce sont les fédérations des SMRR, donc je pense que c'est un peu l'équivalent des centres experts. Donc, sur le territoire français, dans les grandes villes, il y a ce qu'on appelle des centres de mémoire, de ressources et de recherche qui ont été créés, je crois, avec le premier plan Alzheimer, donc ça devait être M. Kouchner, et qui sont des centres de mémoire qui sont censés avoir accès à une haute technicité. Donc ils ont des accès privilégiés à des IRM, ils sont capables de faire des ponctions lombaires sans faire mal. Et puis ils ont aussi théoriquement une organisation qui leur permet de faire de la recherche. Le financeur de cette étude, c'est la Fondation Plan Alzheimer, donc tout est financé complètement. On n'a pas du tout fait appel aux appels d'offres sur les cohortes. Le promoteur de l'étude, c'est le CHU de Bordeaux. On a la grande chance que le plan Alzheimer a aussi créé le CATI, c'est le Centre automatisé de traitement des images, qui est une structure dont la direction a été donnée à Jean-François Mangin à Saclay. Et donc, le CATI a en charge je vais vous en parler après, mais il a en charge pour Memento toute l'installation des protocoles dans tous les sites. Et ils ont aussi en charge d'avoir les données qui leur sont... et de réceptionner toutes les données d'imagerie de tous les centres et de les traiter. On a une bibliothèque centralisée qui est à l'Institut Pasteur de Lille. Et ça a été choisi après un appel d'offres en bonne et due forme. Et donc, le centre coordinateur de Memento, c'est le CIC E7 de Bordeaux, qui est dirigé par Geneviève Chêne. Alors, oui, quand je dis ça fait 2 ans. Donc, en septembre 2009, le plan Alzheimer a fait un appel à candidature pour créer un groupe méthodologique Alzheimer. Et donc, c'est la mesure 27. Et au sein de cette mesure 27, une des missions, la mission la plus importante à vrai dire, c'était la constitution d'une cohorte de patients, donc qui est la mesure 29. Donc, on a répondu à cet appel d'offres. À partir du moment où
le choix du groupe méthodologique a été fait. Ça a été en avril 2010. Et dès avril 2010, on a commencé à travailler sur la création de cette cohorte. Donc cette cohorte, malgré tout, on n'a pas pu faire complètement ce qu'on voulait. Donc à partir du moment où on a fait la littérature, on a réfléchi à ce qu'il fallait faire. On a dû présenter les principes de cette cohorte au Scientific Advisory Board de la Fondation Plan Alzheimer. On a un premier protocole avec l'idée de faire une phase pilote pour voir la faisabilité de cette étude qui a été soumise en novembre 2010. Et d'avril à juillet 2011, on a fait donc, cette phase pilote qui a permis d'inclure 90 sujets, je vais vous montrer. On a commencé la phase de déploiement en septembre 2011, c'est la préparation de la phase de déploiement, donc la phase nationale. On a obtenu pour cette phase de déploiement les autorisations en novembre et on a vraiment commencé à inclure en février 2012. Donc, ce que disait l'appel d'offres du plan Alzheimer, c'était donc de faire une cohorte de patients ayant des signes cliniques pouvant évoquer une forme débutante de maladie d'Alzheimer ou de maladie apparentée, afin de contribuer à la compréhension de la maladie et de son évolution et de ses conséquences sur la vie des patients de l'entourage. Et l'idée, c'est de permettre d'accélérer le développement de nouveaux traitements. Quelque chose d'important, c'est que c'est le côté plateforme qui est un mot-clé un peu dans tous les appels d'offres actuellement, mais c'est quand même une réalité dans ce cas, c'est que l'idée de cette cohorte, c'est que c'est une plateforme, donc c'est qu'elle doit permettre des accès privilégiés à de nombreux chercheurs. Donc c'est une plateforme qui doit permettre le développement de projets dans différents domaines, donc, parce que ce sont des patients pour lesquels on a un recueil homogène et standardisé de données de différentes sortes. Donc, quelles sont les questions scientifiques auxquelles on veut répondre ? Je vous l'ai déjà dit précédemment. Donc, c'est diagnostic précoce, c'est s'intéresser à d'autres outcomes, c'est s'intéresser au pronostic. Mais globalement, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce que évoluent des signes précoces comme les plaintes de mémoire, les pertes cognitives légères vers le stade de démence ? Quelle est la valeur ajoutée de tous les nouveaux biomarqueurs sophistiqués d'imagerie pour prédire le passage donc, du stade de plainte au stade de démence clinique ? Des questions importantes, c'est quel est l'impact des facteurs de risque cardiovasculaire dans cette évolution, quel est l'impact de l'usage inapproprié de certains médicaments et quel est l'impact, ça c'est une question qu'on se pose depuis plus récemment, de mécanismes immunitaires spécifiques. Il y avait un aspect vraiment important, mais pour lequel on n'est pas complètement satisfait encore, c'est la Fondation Plan Alzheimer a vraiment vu assez rapidement qu'il y avait des lacunes importantes en termes de recherche en sciences humaines et sociales dans le champ de l'Alzheimer. Donc il y a à la fois beaucoup de moyens, mais peu de chercheurs. Mais une des idées, c'est quand même, dès le départ dans l'étude Memento, d'avoir un volet sciences humaines et sociales, et notamment pour étudier la place de l'aide, de l'aidant, et de voir comment évolue le rôle des réseaux sociaux au cours du temps lorsque les sujets deviennent malades. Donc les critères d'inclusion dans Memento, c'est des sujets qui ont soit une plainte cognitive isolée, qui donc soit un déficit cognitif léger, donc là je ne vais pas aller dans les détails, mais ce qu'on appelle le MCI, qu'on voit un peu partout, c'est moins 1,5 erreur-type. Là on essaie de recruter les sujets un peu en amont de ça. Donc c'est soit des sujets qui ont un déficit léger, soit des sujets qui ont une plainte cognitive isolée, mais pour cela on prend uniquement des sujets de plus de 60 ans pour éviter d'inclure des sujets avec des pathologies anxieuses qui sont très intéressantes par ailleurs, mais peut-être pas dans le cadre de cette étude. Donc les sujets, bien sûr, à l'entrée dans l'étude sont non déments. Donc c'est une cohorte multicentrique nationale avec l'objectif d'inclure 2300 patients qui seront suivis pendant au moins 5 ans. 5 ans, ça correspond au financement que nous assure la Fondation Plan Alzheimer, mais il est évident que quand on commence ce type d'entreprise, l'idée c'est d'aller bien au-delà en termes de suivi. Et d'ailleurs, l'idée aussi, c'est probablement d'avoir une cohorte permanente de 2300 patients, donc c'est de remplacer les participants lorsqu'ils quittent l'étude pour des raisons diverses. Donc en tout cas, ça fait qu'on espère... Non, oui, il meurt, oui. Ceux-là, oui. Il meurt et puis il y a des sujets qui quittent parce qu'ils arrêtent les études, ils abandonnent. Et puis il y a aussi
des sujets, probablement des patients qui vont quitter l'étude pour aller dans des protocoles thérapeutiques. Et dans ces cas-là, ce n'est pas compatible de les garder dans la cohorte. Donc, pour l'instant, à vrai dire, bon, on n'a pas inclus beaucoup de sujets, mais on n'a pas beaucoup de gens qui sortent. Mais on en a déjà quelques-uns qui vont dans des protocoles thérapeutiques. Donc, ça se passe dans 27 centres de mémoire, de ressources et de recherche en France, sur 30. 31, parce qu'il y en a un en Corse, mais... Non, 30, ouais, c'est ça. Dont un qui vient de créer en Corse récemment, et une consultation mémoire qui est à Bobigny, à Avicenne, mais c'est une consultation qui a vraiment le fonctionnement d'un CMRR, donc, puis qui s'est porté volontaire pour être un centre participant. Donc, je ne vais pas vous les faire toutes, hein, mais j'ai juste en gris les villes pour lesquelles toutes les villes en vert sont des villes pour lesquelles on a ouvert le centre. Je vais vous expliquer en quoi ça consiste d'ouvrir un centre. Et puis, on a 3 villes qui sont Caen, Tours, Reims. Reims. Qui a dit Dijon? Ouais. C'est parce que je recrute dans la cohorte, même à Créteil. Il faut faire attention. Donc ces centres-là vont commencer l'étude un peu plus tard. Donc les patients, vous voulez savoir ce que vous allez avoir. Donc, ça, bon, je vais rentrer à Bordeaux ce soir. Je veux dire, j'ai 2 patients de recruter dans la journée. Je pense que ça va faire du plaisir. Donc les sujets, on les voit tous les 6 mois. Mais ils ont, donc à la visite 0, 12, 24, ils ont un gros bilan à 6 mois. C'est plus pour avoir un bilan intermédiaire plus léger et qui permet d'avoir des informations sur les patients dans le cas où ils quitteraient l'étude un peu plus tard. Donc faire des suivis réguliers, ça a le désavantage d'être contraignant pour les patients, mais ça a l'avantage si les sujets quittent l'étude, de devoir faire moins d'hypothèses sur les raisons pour lesquelles ils la quittent. Donc tous les ans, ils ont un bilan neuropsychologique qui est assez dense, qui dure à peu près 2 heures. Ils ont une évaluation clinique, neurologique, neuropsychiatrique. Ils ont des informations sont recueillies en sciences humaines et sociales qui concernent plus leur réseau social, l'informant. En fait, dès qu'un patient vient, s'il est accompagné, on demande à l'accompagnant de remplir un questionnaire et on va le suivre au cours du temps. À l'entrée dans l'étude, ils ont une IRM cérébrale, une imagerie TEP, FDG, amyloïde, je reviendrai un peu plus tard là-dessus, c'est en cours de négociation avec des industriels, une prise de sang et une PL, pour ceux qui acceptent. Et ces examens donc, sont faits à l'entrée dans l'étude, tout ce qui est en jaune, et tous les 2 ans après. Alors la phase pilote, c'était une phase, on l'a fait sur 5 centres qui sont... Ça va être un test pour moi, ça aussi. Lille, Bordeaux, Montpellier, non, pas Montpellier, Marseille, Toulouse et Paris. Et donc, en 3 mois, ces centres ont recruté 91 patients. Alors, l'idée de cette phase pilote, c'était vraiment enfin, je ne sais pas si vous réalisez déjà que c'est une étude assez complexe, avec beaucoup d'examens, beaucoup d'intervenants. Donc, c'était l'idée de voir un peu si les circuits marchaient, et puis de se donner une idée quand même de la faisabilité du recrutement. Donc, dans cette étude pilote, on a recruté 46% d'hommes, l'âge moyen était de 70 ans, le niveau d'études de supérieur au bac était fréquent pour 61% des sujets, et en termes de cognitif, on avait un score moyen au MMSE qui est un test standard de 28 et une CDR à 0,5 pour 67% des sujets. Ça veut dire que le reste des sujets avaient absolument aucun déficit. Donc juste pour avoir une idée en fait du recrutement, parce que par rapport aux études qui existent actuellement, l'idée c'est d'être plutôt en préclinique et on était assez rassurés de ce point de vue. Alors sur 80 sujets, il faut faire attention et on va continuer à monitorer ça de façon intense. Mais si on compare à une étude en population générale, qui est l'étude des 3 cités, on a en moyenne des sujets légèrement plus jeunes et avec un niveau cognitif plutôt plus élevé. Donc,
on est plutôt rassuré de ce point de vue. C'est des sujets qui sont plutôt en bonne santé à l'entrée dans l'étude et c'est vraiment ce qu'on veut puisqu'on veut étudier l'histoire naturelle de la maladie. Donc tous les CMRR ont accepté de participer, sauf... non, c'est pas Reims-et-Rennes, parce qu'ici, ils ont à la fois accepté et refusé. C'est tout Limoges et Rennes. J'aime bien donner des noms, parce que... et 3 centres vont commencer plutôt en septembre, on va dire, plutôt que mi-2012. Mais on a fait une étude de faisabilité qui laisse suggérer qu'on va recruter 2426 patients. C'est précis, hein, en 18 mois. Et les centres estiment que alors ce qui est obligatoire dans l'étude, c'est l'IRM, la prise de sang. Qui n'est pas obligatoire, c'est l'imagerie TEP FDG. Et compte tenu du taux d'acceptation dans d'autres protocoles, les centres estiment que 80% des sujets vont accepter l'imagerie TEP FDG et 40% des sujets vont accepter la ponction lombaire. En fait, la différence entre les deux soumissions de protocole qu'on a faites en 2010 et en 2011, c'était essentiellement sur... on a vraiment décidé d'avoir un aspect très important autour des biomarqueurs. Et donc, le changement de protocole a consisté à rajouter donc cette TEP FDG et cette ponction lombaire. Et puis, on a aussi dû faire un travail assez important d'appel d'offres pour une biobanque. Et donc, comme je vous l'ai déjà dit, c'est l'Institut Pasteur de Lille qui en a bénéficié. Alors, comment... voilà, c'est une étude multicentrique, donc il y a des contraintes et on essaie de standardiser au maximum. Donc, quelles sont les étapes nécessaires avant qu'un centre puisse inclure? Eh bien, on doit faire une visite sur site, donc nous, le centre. Il doit y avoir un contrat avec le CHU de Bordeaux. L'IRM doit être validé. Donc, pour ça, donc je vous l'ai déjà dit, on a travaillé avec le CATI. Donc, je vous montrerai rapidement plus tard, peut-être pas d'ailleurs. Donc, le CATI il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans ce centre mis en place par la Fondation Alzheimer. Mais donc, il y a des personnes qui sont allées sur place. Il y a une IRM qui a été faite. Et l'IRM a été fait selon le protocole qui a été choisi dans Memento. Et les premières images ont été testées. Si ce n'était pas conforme au protocole, les gens devaient rescanner. Enfin bon, il y a eu toute une procédure, c'est extrêmement écrit et ça a plutôt bien marché dans des délais relativement courts. Il y a une chose qui est importante, je ne vais pas rentrer dans les considérations financières, mais pour inciter les centres à inclure, ils ont globalement un arc pour 50 patients. Donc, il y a tout un aspect de contrat, de discussion avec les DRCI qui a été extrêmement compliqué, mais on y est arrivé. Et donc, tous les centres bénéficient de moyens quand même assez exceptionnels pour pouvoir inclure dans cette cohorte. Et donc, comme on a rajouté cette imagerie TEP amyloïde qui était optionnelle, eh bien, on a dû faire cette partie de standardisation du protocole TEP également. Donc, je ne vais pas aller dans les détails, là, c'était pour vous parler un peu, mais c'est vraiment un gros travail qui a été fait par le CATI, qui est du coup extrêmement coûteux à la fois en personnes, en temps et en machines pour stocker des images, mais c'est indispensable pour ce genre d'études, donc des acquisitions complètement standardisées, mais je ne rentre pas sur les détails techniques. La bonne nouvelle quand même aussi de ce CATI, c'est qu'on a des données dans des temps assez records. Hein. Moi, ça fait quelques études auxquelles je participe où il y a de l'imagerie et globalement le traitement des images, c'est pas quelque chose de simple. Donc pour la phase pilote, dès janvier, on avait toutes les données d'imagerie par le CATI. Donc déjà il y avait un contrôle qualité qui était fait ou parfois quand les données sont IRM sont pas de qualité suffisante, on demande au centre de faire un rescan. Alors ça se passe plus ou moins bien. Dans le cas des patients un peu âgés, il se trouve que parfois, la raison pour laquelle les examens ne marchent pas, c'est que les gens bougent, donc ça, c'est un peu désespéré. Mais quand c'est possible, on demande qu'il y ait un rescan, donc on veut vraiment des données de qualité optimum. Donc en tout cas, dès janvier, on avait pour la plupart des patients qui avaient eu l'IRM, toutes les données de gris, blanc, LCR, donc la volumétrie cérébrale. On avait les volumes d'hippocampe et d'amygdale et actuellement, on a
on est sur le point d'avoir tout ce qui est la volumétrie des hypersimulations de substances blanches et à partir de septembre, ce sera quasiment en continu. C'est-à-dire qu'une image va arriver au CATI et on aura dans la foulée tous les volumes qui nous intéressent dans un premier temps. Avec ce CATI, on va avoir aussi des développements méthodologiques pour des biomarqueurs qui nous intéressent, mais là, ce n'est pas d'activité. On a dans le protocole IRM, je ne vous l'ai pas dit, donc c'est un protocole assez classique, donc T1, T2, T2 étoiles. Et donc c'est un protocole qui dure à peu près 20 minutes pour la partie obligatoire. Et on a 20 minutes qui sont optionnelles avec de l'IRM fonctionnel au repos et des images de diffusion. Et ça, finalement, sur la raison pour laquelle, dans la phase pilote, on a eu 64 sur 88, c'est qu'il y a dans certaines villes des accès aux images, aux IRM qui sont extrêmement insuffisants. Donc, si les centres ont peu de créneaux, ils préfèrent faire le protocole court et mais avoir plus de sujets scannés. Pour la TEP, donc on a aussi une procédure de standardisation et de vérification des données une fois qu'elles arrivent, de rescan si nécessaire, enfin tout est fait de façon standardisée et avec un niveau de qualité qu'on essaie d'optimiser. Donc là, c'était juste pour illustrer, mais ça ne voit pas grand-chose non plus, c'est les différents acteurs. Donc ce qui est central, bien sûr, c'est les CMRR, là où on recrute les patients, et puis les patients, ils vont à l'IRM, à la TEP, les données TEP IRM vont au CATI. Au niveau du CMRR, il y a toute la biologie qui est faite, toutes ces données-là, elles vont d'abord dans un CRB local et ensuite il y a un transport qui est fait vers la biobanque centrale. Et tout cela, c'est géré par le CIC EC7 de Bordeaux. Alors, où on en est maintenant? Bon, en fait, j'ai eu un mail tout à l'heure, c'est 327. Donc, on a inclus 326 patients. Bon, vous voyez que là, c'est la courbe pour arriver à notre objet. Enfin, si on veut arriver, on fait les calculs. Là, on était très optimiste au départ. En fait, c'est très long à commencer, que les centres commencent à recruter. Donc, je pense qu'on aura fini nos 2300 en fin 2013. Donc, bon, voilà. Et on est à peu près dans les clous. Pour ça, on a sur les temps, enfin, quand on parle de centres cliniques ouverts, c'est parce qu'il y a des CMRR qui recrutent sur 2 sites. En termes de sites cliniques, on en a 22 qui sont actifs sur 30. Et là encore, c'est assez impressionnant le temps que ça met. En fait, ce qui est difficile de vous expliquer là, mais un des écueils pour que les centres commencent, c'est qu'ils touchent vraiment l'argent des DRCI et qu'ils puissent recruter ces patients. Et ça, c'est une galère pas possible. Donc, on a l'argent, mais on a parfois des délais qui sont au-delà de ce qu'on peut gérer. Et bon, là, c'est juste pour vous montrer un peu ce que doivent encore recruter les centres, mais ça, c'est un peu anecdotique. Juste 2 mots sur la gouvernance, parce que quand même, c'est une étude qui, avec des contraintes, mais bon, on va être positif. Hein. Donc, il y a... Donc, il y a un comité de pilotage qui inclut tous les acteurs de l'étude. Donc, c'est les CMRR, c'est la biobanque, c'est le CATI, c'est nous, c'est un représentant du promoteur, c'est un représentant de la Fondation Plan Alzheimer, le financeur. Donc ce comité de pilotage se réunit tous les mois par téléphone et ça marche bien. Donc actuellement, on a une trentaine de centres qui se connectent et à ma grande surprise, on peut s'entendre. Donc il y a un comité exécutif qui est en fait c'est la partie décisionnelle de la cohorte. Donc c'est un comité qui, s'il y a des demandes d'études ancillaires, s'il y a des demandes d'accès à données, c'est un premier filtre avant que tout soit envoyé vers le comité stratégique scientifique. Donc le comité exécutif, c'est les 2 présidents du conseil scientifique, qui sont Françoise Fourette et Pierre Ducimetière. C'est Philippe Amouyel pour la Fondation Plan Alzheimer, il en est le directeur, et c'est Geneviève Chen et moi-même. Et puis on a un comité donc, scientifique stratégique, qui est lui composé de scientifiques internationaux indépendants, et qui se réunit 3 fois par an. Donc je ne veux pas dire ce que fait chaque comité, ce n'est pas très important. Et puis on a une assemblée générale,
qui a lieu une fois par an. La raison pour laquelle on a une assemblée générale, c'est que c'est un peu à la demande de la Fondation Plan Alzheimer. La Fondation Plan Alzheimer, elle est financée par des industriels. Dans son conseil d'administration, il y a des représentants des agences, donc il y a beaucoup d'acteurs. Et ces acteurs souhaitent que régulièrement, on communique sur la cohorte. Donc c'est cette assemblée générale qui a lieu tous les ans. Et qui vraiment, c'est plus une forme de communication autour de la cohorte, mais qui va à peu de chances d'infléchir quoi que ce soit sur le déroulement. Il y a une chose extrêmement importante et qui nous prend un temps monstrueux, c'est que d'emblée, on s'est dit que pour que ces cohortes existent, au-delà du recrutement des patients, c'est indispensable de faire de la science. Et de la science, eh bien, ça veut dire qu'on doit essayer d'inciter les gens à travailler sur la cohorte sans qu'on ait vraiment de données. Et donc, on a des petits groupes de réflexion pour essayer d'identifier des questions de recherche qui pourraient auxquelles on pourrait répondre via Memento. Alors, quand on fait ces groupes de recherche, on réfléchit aussi à s'il y a des choses auxquelles on peut répondre avec les données qui existent déjà. Donc, on a certaines cohortes auxquelles on a plus ou moins accès. Il y a aussi des cohortes aux États-Unis en particulier pour lesquelles l'accès est totalement libre. Donc, je ne sais pas, il y a l'étude ADNI, par exemple, qui est complètement libre sur Internet. Et puis, ça permet, ces groupes de recherche, si on a des idées, permettent aussi de réfléchir au besoin de collecter des données supplémentaires et du coup de faire des études ancillaires. Donc on essaie, Geneviève Chen et moi-même, nous sommes très très moteurs dans ces groupes de travail parce que encore une fois, je pense que une cohorte comme ça, elle ne vivra que s'il y a de la science et donc s'il y a des gens à travailler. Donc on essaie d'être aussi actifs dans ces groupes, d'essayer de forcer les gens à se rencontrer, disons, les inciter fortement à se rencontrer régulièrement. Sans aller très loin, il y a déjà, sur la partie vasculaire, il y a un groupe qui a été constitué avec des gens assez différents, pas du tout dans l'Alzheimer, à vrai dire. Il y a Alain Tedgui, qui est un spécialiste de l'inflammation. Il y a des chercheurs de l'HEGP qui sont plus spécialistes du vasculaire. Et de ce groupe de travail a déjà est né un projet qui a été déposé au PHRC qui s'appelle VASCODE. Et on a aussi un groupe de travail sur les biomarqueurs et notamment dans cette volonté de standardiser, on s'est rendu compte en discutant avec les différents centres que leur attitude vis-à-vis des biomarqueurs, pour les biomarqueurs vis-à-vis des patients est extrêmement hétérogène. Donc il y a des centres qui font une PL, ils ont un A-bêta qui est un peu en dessous d'un seuil, qui est dans une littérature, et ben ils vont aller voir, ils vont dire aux patients, voilà, vous avez des fortes chances d'avoir une maladie d'Alzheimer. C'est pas du tout les recommandations actuelles de diagnostic, hein, mais donc on essaie, parce que pour la validité de l'étude, ce serait bien que ce soit homogène entre les centres, donc on essaie de proposer là actuellement une stratégie pour comment annoncer, ou ne pas d'ailleurs annoncer le diagnostic aux patients, le résultat des biomarqueurs. Donc là, c'est l'ensemble des groupes de recherche qui sont actuellement, des groupes de travail qui sont actuellement en cours. On a aussi des discussions assez avancées avec 2 partenaires industriels qui sont GE Healthcare et Avid, qui a été racheté par Lilly. Et ça, c'est pour avoir accès aux marqueurs amyloïdes pour l'imagerie TEP. Donc on est là surtout avec Avid, on va avoir un financement pour 400 à 500 doses d'AV45, donc leur marqueur amyloïde, à l'entrée dans l'étude et tous les 2 ans. Donc c'est quasiment signé ça. Et donc il y a déjà eu aussi des projets ancillaires qui sont plus ou moins en construction. Un projet qui est plus un projet de recherche, hein, mais qui demande quelques réflexions. Et puis il y a des PHRC qui sont des études ancillaires de Memento, donc notamment Catherine Belin à Avicenne, donc à Bobigny, a déposé un projet qui consiste à rajouter une strate de patients illettrés. Et puis donc pour les investigations vasculaires, on a déposé un PHRC récemment. Et pour les sciences humaines et sociales, il y a à mon goût pas assez de recherche, mais on essaie là encore
d'inciter les recherches à se faire, d'autant que pour la partie sciences humaines et sociales, il y a vraiment de l'argent. La Fondation a de l'argent, donc c'est même pas une question de financement, c'est vraiment une question de personnes. Alors, outre arriver au 2300 le plus vite possible, on a d'autres perspectives dans cette cohorte Memento. Il y a une perspective qui est en train d'être évaluée, qui est en partenariat avec Charles Duquertz à l'hôpital de Salpêtrière, qui est d'avoir le cerveau des patients à leur mort quand même. Donc ça, c'est plus généralement, il y a la Fondation Plan Alzheimer en train d'évaluer un projet national de don du cerveau. Donc les patients de Memento, s'il y avait un projet de ce type, ça serait dans le cadre de ce projet national. On essaie toujours, j'insiste beaucoup, mais je pense, sur l'activité scientifique, donc on essaie vraiment de communiquer aux réunions. On a une réunion annuelle des centres de mémoire, de ressources et de recherche dans laquelle on essaie de leur parler des projets en cours, des projets possibles, et où on les incite vraiment à faire de la recherche sur Memento. Et puis on a, bon là c'est plus mon dada, hein, c'est qu'on a, on essaie là ça commence à prendre forme, on se rend compte qu'un des problèmes, là je vous parle de standardisation des biomarqueurs, de l'évaluation neuropsychologique, etc. Un des problèmes dans la littérature sur l'Alzheimer, je ne sais pas si c'est la même chose en psychiatrie, c'est l'hétérogénéité dans la façon dont les données sont analysées. Donc là, avec Maria Glimour de Harvard, on a sollicité un groupe d'investigateurs de grandes cohortes dans le monde pour essayer avec eux de définir, d'essayer d'harmoniser à la fois la définition des items qu'on analyse et puis d'essayer d'harmoniser la façon dont on analyse les données. Et donc, on a une réunion qui va avoir lieu en juillet lors de la réunion mondiale Alzheimer, et avec l'idée soit d'avoir un papier éducatif, enfin une leçon, un papier, un article dans la meilleure revue, assez prochainement, parce que la recherche sur l'Alzheimer, elle passe aussi par une meilleure méthodologie et une meilleure analyse des données, et surtout une analyse qui soit plus homogène entre les études. Voilà.